Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission du week-end, les rendez-vous de l'info. Ce soir, samedi, nous allons encore parler de l'actualité, celle de ces derniers jours à Mayotte. Je vous propose pour cela de retrouver mon invité qui nous attend à quelques mètres d'ici. Alors, je suis maintenant avec mon invité, il s'agit de Gilles Martin qui est président de l'association Brut de Talent. Il est juste à côté de moi. Gilles, bonjour. Bonjour Emina. Alors on va parler avec vous, comme vous le savez, dans le principe de cette émission, c'est de revenir sur l'actualité de la semaine, des derniers jours. On va parler justement de ce qui s'est passé il y a quelques temps, notamment cette semaine avec l'arrivée à Mayotte de la ministre des Outre-mer, Erika Bareitz, qui dans son programme a fait un détour par Bouigny, la commune, pour justement inaugurer, en tout cas poser la première pierre du futur collège de la commune de Bouigny. On regarde ensemble le reportage et on en parle juste après. Erika Bareitz a débuté sa journée dans le sud de l'île et sous la pluie. C'est d'ailleurs dans la boue que la pose de la première pierre du futur collège de Bouigny a eu lieu. Une cérémonie néanmoins très attendue, le projet d'un établissement secondaire dans cette commune datant de plusieurs années. Quand j'étais en CM2, on m'avait promis qu'arrivé en 6e, je serais dans le collège de Bouigny. Et depuis, on attend toujours tous les élus qui sont passés, se sont battus pour que ça vienne. C'est pas venu et c'est effectif aujourd'hui et c'est une bonne chose. On espère enfin que ce soit une bonne nouvelle et que la construction est vraiment actée et que ça commence, comme le dit monsieur le maire, dans un mois. Parce que toute la population attend en tout cas cette nouvelle depuis longtemps et surtout les premiers coups de pelle. Parce que ça, comme je vous le dis, ça date depuis pratiquement plus de 10 ans, 15 ans qu'on attend ça, quoi. Donc maintenant, il faut la concrétisation et on l'espère enfin. Parce que ce genre d'événement que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas la première fois dans la commune. Pensé pour préserver l'environnement, ce futur collège pourra accueillir entre 600 et 800 élèves. Un grand pas en avant pour l'éducation à Mayotte, même si dès son arrivée au centre universitaire de Dembéni, la ministre a dû faire face à des parents d'élèves très remontés face à la situation dans les écoles. Comment nos élèves de la commune de Ouangani peuvent venir à l'université dans de bonnes conditions, alors que ça fait 7 semaines, là on attaque la 8e semaine, où les élèves vont que 3 heures par jour à l'école. On vous a interpellé plusieurs fois depuis 2015 concernant les conditions innommables qui sont dans les communes de Ouangani. Pas de réfectoire, on nous a garanti qu'il y en aura, il n'y a pas encore lieu. Il n'y a pas de salle, suffisamment de salles. Vous parlez du primaire? Oui, du primaire, madame. Et ça commence par là, l'éducation. Elle a ainsi invité les mécontents à se tourner également vers leurs élus locaux. Je suis là pour aider les élus à prendre leurs responsabilités. Je rappelle, comme je l'ai rappelé hier sur votre plateau, que l'eau n'est pas une compétence de l'État. Que si Mayotte est aujourd'hui dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de travaux qui auraient dû être faits depuis de très nombreuses années et qui n'ont pas été faits. Après cette visite, la ministre s'est vue présenter le projet d'université Océan Indien à Mayotte. Toujours à l'état embryonnaire, le projet est ambitieux et tient à cœur à la ministre. Ma démarche aujourd'hui, c'est de faire que nous ayons 2 pôles universitaires, mahorais et un pôle réunionnais qui existe, un qui va continuer son développement, l'autre sa route également. Et sur ces 2 jambes, j'allais dire, nous allons continuer à intensifier les réseaux qui sont déjà existants, mais il faut les intensifier. Il faut que nous puissions être aussi plus volontaires dans le nombre d'études et de recherches que nous faisons. D'ailleurs, dans un champ qui devrait être beaucoup plus large. Je souhaite que nous puissions aussi avoir un ancrage régional fort. Et je pense aux échanges pour les étudiants. Erika Bareitz souhaite ainsi développer des échanges avec l'Inde, la Chine ou encore des pays d'Afrique de l'Est. Un grand projet néanmoins très loin d'être finalisé. En effet, un rapport d'étude sera livré à la ministre en avril prochain. De quoi faire dire au conseiller départemental de Dembéni que ce projet arrive étrangement tard. Il faut voir grand, je pense qu'elle n'a pas tort quand elle dit ça. Lorsqu'elle dit qu'on peut croire à nous, on peut voir plus grand, on peut raisonner au-delà de Mayotte, je crois que ça va dans le bon sens. Encore une fois, je suis juste moi dubitatif quant à ce discours qui, comme par hasard, tombe dans une période électorale. Donc on va attendre de voir. Après le CUFR, la ministre a poursuivi sa journée éducation en se rendant au lycée de Coconi, dans le groupe scolaire T24 à Tsunzouin,
ou encore au collège de Kwalé. Une deuxième journée marathon lors d'une visite où les sceptiques n'hésitent pas à se faire entendre. Alors l'éducation a été un des points forts de cette visite. La ministre a insisté sur l'importance de l'éducation, notamment ici à Mayotte. Gilles, votre impression en voyant tout ce qui s'est fait, notamment la pose de cette première pierre du futur collège de Bouéni? Oui, alors vous me dites que l'éducation était un point fort. Moi, je veux bien que vous me disiez tout ce que vous voulez. Je dirais que le point fort, c'est qu'on voit des ministres qui se succèdent actuellement pour faire un joli petit voyage de fin de mandat avant leur départ de ce gouvernement où ils seront bien reposés. Donc, qui viennent nous parler d'éducation, je veux bien. J'aurais préféré que pendant leur mandat, ils mettent en place toutes les conditions nécessaires pour que l'on parle d'éducation, en termes d'éducation, d'égalité des chances pour tous nos enfants ici à Mayotte, comme n'importe quel autre enfant de la République à tous les niveaux. Donc venir en fin de mandat comme ça pour venir poser une première pierre et puis dire regardez, on est les plus beaux, les plus forts, là ça me fait doucement rigoler. Qu'on fasse d'abord un petit peu le bilan de ce qu'ils ont fait, et là par contre je pense qu'elle aurait pu rester à Paris, elle était beaucoup mieux là-bas. Donc vous êtes sceptique quant à la venue à Mayotte récemment d'Erika Baretz. Erika Baretz, qui on le rappelle est quand même venue à Mayotte, son premier voyage officiel après avoir été nommé à ce poste était de venir à Mayotte en fait. Donc, oui, c'est bien, elle a souhaité faire son premier petit voyage à Mayotte et terminer à Mayotte, mais c'est pas ça qui met en place et en évidence une action de fond de son propre gouvernement à l'intention de Mayotte, et pour moi ça reste très 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 défavorable pour notre département. Donc moi les effets d'énonce ou de pose de première pierre de je ne sais quoi, c'est pas ça qui me fait vibrer. Qui m'ait montré pendant 5 ans qu'ils aient mis en place encore une fois de toutes les conditions d'égalité des chances, là oui ça me ferait vibrer, quel qu'il soit. Alors vous estimez qu'ici à Mayotte l'égalité des chances n'y est pas, le compte n'y est pas? Ah mais le compte n'y est pas du tout. On a la chance, pour le coup c'est une chance d'avoir une jeunesse qui est très importante. Par contre, qu'est-ce qu'on leur donne comme possibilité d'avenir, comme possibilité de développement de quoi que ce soit? Absolument rien. Alors en plus, après derrière, ce sont les conditions d'enseignement, enfin à tous les niveaux, quoi. On n'a pas les mêmes conditions d'enseignement que n'importe quel Français peut avoir, par exemple en métropole, qu'il devrait avoir ici. On fait du gardiennage peut-être plus qu'autre chose par moment, mais on ne leur ouvre pas un accès sur l'avenir avec toutes les armes dont ils auront besoin pour demain. Et ça me rend en colère et voilà, quoi. Alors justement, on a vu ce parent d'élève qui a interpellé la ministre sur un point concernant l'éducation, notamment le fait que les élèves n'aient accès à l'école, n'aillent à l'école que 3 heures par jour. Ça pose également un problème ici à Mayotte, mais la ministre l'a renvoyé vers les élus. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une responsabilité avérée pour vous, en tout cas de nos élus, parce qu'au-delà du fait de faire appel à la ministre, il faut quand même déjà regarder ce que nous on fait sur le terrain? Ah mais la responsabilité, je suis désolé, la responsabilité pour moi, elle est à tous les niveaux. Elle est à tous les niveaux de tous les responsables, quels qu'ils soient. Qu'on soit un élu, qu'on soit un responsable dans un gouvernement ou de responsable administratif ou de quoi que ce soit, la population nous donne une mission pour remplir des choses primordiales, et en l'occurrence ici pour nos enfants. Donc que ce soit effectivement le gouvernement, mais que ce soit effectivement aussi pour nos élus localement, je suis très très sévère sur le travail qui est fait, mis à part les petits voyages pour les uns et les autres de leur côté, ou se faire entendre les jours des élections, comme ça se passe actuellement pour l'élection présidentielle d'un côté, ou législative, sénatoriale, et on reverra la même chose pour les municipales lorsqu'elles viendront, etc. Mais enfin, en dehors de ça, quelle réelle mobilisation ou volonté effective politique des uns et des autres on voit sur place, je ne vois pas grand-chose. Donc le résultat, il est là, c'est un échec à tous les niveaux, et ça me scandalise. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, Gilles? Par quoi il faudrait commencer pour que la situation revienne à la normale, ou en tout cas une situation qui soit acceptable aujourd'hui pour les Mahorais? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un grand coup de poing sur la table, et de mettre enfin les moyens sur Mayotte, qui est, je suis désolé, un département français et qui doit avoir la dignité, le respect comme n'importe quel autre département de la République. Il est inacceptable. Là, actuellement, ce que l'on fait, on nous dit, alors on nous parle d'un plan dans 25 ans, après on nous parle de 2025, après on nous parle de tout ce que l'on veut, mais je suis désolé, à chaque fois, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on met en place des générations sacrifiées.
Il s'agit bien de ça. Moi, ça me révolte. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain, quel qu'il soit, on le considère comme une génération sacrifiée et dire que par la suite, ça ira beaucoup mieux. Un être humain, quel qu'il soit, doit avoir les mêmes capacités, les mêmes possibilités. Enfin, je sais pas. Mayotte, on doit mettre les moyens. On peut pas faire le sacrifice sur qui que ce soit. La France est quand même un grand pays. Hein, on a su le prouver de par l'histoire. Mayotte, c'est pas un gros département. On a les moyens de mettre ce qu'il faut en place pour Mayotte tout de suite, sans attendre les calendes grecques pour faire quoi que ce soit. C'est un scandale. Alors Gilles, justement, on parle de cette situation compliquée en termes d'éducation. On va également aller du côté du conseil départemental maintenant, qui eux aussi pointent du doigt cette situation qu'ils vivent, en tout cas cette problématique, cette crise au niveau du secteur médico-social. Ces agents du conseil départemental qui sont partis à l'aéroport accueillir la ministre en attendant d'être reçus. Alors en tout cas que leurs demandes soient entendues. On regarde le reportage, Gilles, et on en parle juste après. Ils étaient nombreux à occuper les jardins du conseil départemental ce matin. Munis de banderoles, les agents grévistes ont marché dans les rues du chef-lieu avant de prendre la direction de l'aéroport du département. En effet, la grève du jour avait pour objectif d'alerter Erika Barreit sur la situation critique que connaît le secteur médico-social à Mayotte. Ce qu'on attend de la ministre, qu'elle nous reçoive, que la ministre nous reçoive, nous écoute, qu'on lui fasse part de la vraie condition d'exercice des agents chargés de la prévention sociale et médico-sociale à Mayotte. On sait pertinemment que ce n'est pas vraiment le bon moment de voir avec les ministres, mais tellement au jour d'aujourd'hui on est désespéré. On sait parfaitement qu'au jour d'aujourd'hui le gouvernement ne travaille pas, mais il faut absolument que les médias au moins relayent l'information. Il faut qu'on ait dit les choses telles qu'elles se présentent au jour d'aujourd'hui. Des choses qui ont de quoi alarmer. En effet, cette médecin officiant dans l'une des PMI du département décrit les conditions de travail du moment. Tous les matins, quand on va travailler dans les PMI, et notamment celles du Sud, on n'a pas de savon, on n'a pas d'eau courante, pas d'eau au robinet, on n'a pas de petits conteneurs pour se laver les mains, on n'a pas de gants et on est censé examiner des bébés, parfois des bébés prématurés, fragiles. On est censé leur faire des injections, on est censé suivre toutes les femmes enceintes et dans des conditions d'insalubrité qui sont indignes de Mayotte. Donc on est vraiment dans une situation critique, c'est pour ça qu'on manifeste et qu'on veut faire grève aujourd'hui. Dès sa sortie de l'aéroport, Erika Barreit se s'est donc rendue au chevet des grévistes afin d'échanger quelques mots avec une représentante syndicale. Elle a ainsi promis qu'un temps leur serait consacré d'ici la fin de cette visite. Elle fera le nécessaire pour dégager un temps dans son créneau pour nous recevoir et pour en parler. Elle le reçoit quand? Elle va voir, elle nous le fera savoir. Elle va voir dans son programme, elle nous le fera savoir. Parmi les demandes qui lui seront faites, une mise sous tutelle de l'État est vivement souhaitée par de nombreux agents. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'on devrait être mis sous tutelle de l'État, puisque pour l'instant, le conseil départemental n'arrive pas à gérer seul. Et que si on était sous tutelle de l'État, peut-être qu'on aurait les moyens suffisants pour travailler. Le conseil départemental semble en effet dans l'incapacité d'assumer ses missions premières, ce qui plonge aujourd'hui Mayotte dans une crise sanitaire sans précédent. Alors on a vu dans le reportage, Gilles, des agents du conseil départemental remonter, en tout cas concernant cette situation dans les PMI. Le monde médico-social au niveau du conseil départemental est en crise. Vous en pensez quoi de cette situation, Gilles ? Toujours la même chose, un grand scandale. Les PMI, les centres, tout ce qui est médico-social, on touche qui? On touche vous, moi, la population, les jeunes, les enfants, les vieux, etc. Avoir des PMI, un centre médico-social, un service médico-social qui soit dans un tel état d'abandon, dans des conditions quasiment d'insalubrité. Comment pourrions-nous envisager ça en métropole? Je ne crois pas que ça durerait bien longtemps. Il parlait de l'eau, sans eau, etc. Ça touche là aussi le scandale que l'on vit sur ces problématiques de l'eau à Mayotte actuellement, où depuis mi-décembre, la moitié de l'île connaît les tours d'eau. Mais là encore, comment ça serait envisageable en métropole? Erika Barreit, elle vient ici, elle s'enorgueillit de poser une pierre à Boué
Kaweni, mais qu'est-ce qu'elle fait? Sa place devrait être à Paris, sa place devrait être justement pour basculer tous les leviers et mettre en place toutes les mesures d'urgence qu'ils n'osent pas su prendre au moment où il le fallait, en 2011 ou 2012, où il y avait déjà des rapports qui disaient qu'on aurait besoin, de par notre population, de par l'évolution, etc., d'avoir les conditions nécessaires de retenue collinaire, d'usines, etc., supplémentaires, qui n'ont pas été faits, qui sont venus, qui sont repartis, etc., où rien ne s'est fait, et que maintenant, d'un seul coup, on réagit qu'on n'a plus d'eau. Sa place ne devrait pas être ici de poser une pierre, sa place devrait être là-bas et d'actionner tous les leviers pour que ça se fasse. C'est depuis mi-décembre que la population attend et souffre. Il y a quoi encore? Et encore, rien n'est actionné. Rien n'est démarré. On nous parle, oui, de tankers, mais les décisions, elles sont pas actées encore. Alors, exposer quand même des solutions à court, moyen et long terme. Là, vous parlez... Qui ne suffiront pas. Vous parlez de manque d'anticipation. Aujourd'hui, c'est clairement le problème à Mayotte. C'est le problème à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et là, ça revient de la responsabilité de l'État, mais ça revient aussi de la responsabilité, je suis désolé, de nos élus. Un élu doit savoir anticiper. Et quand vous parlez justement de cette crise de l'eau, vous avez parlé de la situation en 2011, 2012 et autres. Pour vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire clairement? Vous parlez, parce que vous avez l'impression de connaître le dossier, Gilles. Ah non, je ne connais pas le dossier plus que les autres. Je me tiens informé notamment par les médias ou autres et de certaines personnes que j'écoute. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je suis désolé, il y a des rapports qui sont pondus à grands frais. On a quand même la connaissance de ce qui se vit localement. Mettre en place là aussi en termes de l'INSEE d'avoir un recensement qui soit réaliste et qui se fasse régulièrement. Nous balancer qu'on est 212 000 sur l'île, ce qui cautionne derrière les dotations, les dotations des communes, qui conditionnent l'hôpital, qui conditionne les écoles, qui conditionnent la consommation en eau, etc., etc. Alors le serpent qui se mord la queue quelque part. Qui ne reflète pas la réalité, mais bon sang, mais qu'on soit réaliste, qu'on ait de l'ambition. Je l'avais dit un jour, un élu doit avoir de l'ambition pour le territoire où l'on vit. Et ben, que nos élus, mais aussi le gouvernement pour son pays, aient de l'ambition pour son territoire et qui ait la capacité de l'envisager, de le comprendre. De le comprendre, c'est une première chose, de façon à savoir quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour les actionner au bon moment, de façon que lorsqu'elles sont mises en place, elles correspondent à ce dont on a besoin. Des agents qui demandent même une mise sous tutelle pour justement pouvoir régler leurs problèmes. En tout cas, pour eux, la solution se tournerait plus vers une mise sous tutelle. J'en ai encore une fois, je ne veux pas dire il faut mettre sur tutelle ou pas sous tutelle. Je ne suis pas un élu, je n'ai pas accès à tous les dossiers, je n'ai pas accès à tous les chiffres, je n'ai pas accès à tous les rapports, je n'ai pas accès à tout ça. Maintenant, si la décision devait être celle-ci, ben pourquoi pas. Mais enfin, il faut arriver à un moment qu'il faut arrêter les choses et qu'il faut arrêter la gabégie qui nous entraîne dans ce contexte où ça va péter un jour ou un autre. Et j'ai bien peur que ça arrive à vitesse grand V. Alors Gilles, je vous propose maintenant de passer à un autre sujet. On va parler de cette signature qui a eu lieu cette semaine, la signature d'une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et la commune de Mamoudzou dans la lignée de tout ce qui se fait en ce moment. Une signature qui va permettre à Mamoudzou, la commune, de donner un petit coup de neuf à Kaweni avec ces rénovations qui vont être entreprises. Notamment, en tout cas, la somme de 150 000 € a été attribuée pour justement commencer les premières études. On regarde le reportage, on en parle juste après, Gilles. La Caisse des dépôts et consignations ne chôme pas. Ce midi, elle a signé une nouvelle convention avec la mairie de Mamoudzou dans le cadre de la rénovation du quartier de Kaweni. Alors c'est une convention de préfiguration que je signe aujourd'hui avec le maire de Mamoudzou sur la politique de la ville, sur le NPRU, donc qui va permettre de lancer un certain nombre d'études, de procéder au recrutement d'un chargé de mission pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des actions qui sont dans la convention NPRU et sur lesquelles la Caisse des dépôts, qui est un partenaire traditionnel des collectivités locales pour la politique de la ville et de rénovation urbaine. J'étais sur le terrain hier à Ngombani et je crois qu'il est très important qu'une institution comme la Caisse des dépôts puisse apporter son soutien aux collectivités territoriales, en particulier à Mayotte. Le maire du chef-lieu attendait cette convention avec impatience. En effet, cette dernière va permettre de lancer les études qui permettront de dessiner le futur visage de Kaweni.
Nous avons un programme de rénovation urbaine dans le secteur de Kaweni que nous avons déjà signé le protocole de préfiguration et au vu des études qui ont été réalisées. Donc aujourd'hui nous avons finalisé par le biais d'une convention pour les subventions qui vont ensuite. Officialiser et renforcer ainsi le partenariat entre la collectivité et la Caisse des dépôts et consignations. Car si la somme n'est pas astronomique, cette convention devrait en appeler d'autres. Alors là, le montant est de 150 000 euros. Donc là, c'est des études d'accompagnement. Après, il y aura effectivement des programmes beaucoup plus lourds de rénovation, de construction de logements, d'aide au développement économique que nous finançons directement ou via un certain nombre de partenaires. La CIM, par exemple, en matière de logement, dont la Caisse des dépôts est actionnaire et qui va être repris en gestion par une des filiales de la Caisse des dépôts, la SNI, ou avec un certain nombre d'associations qui interviennent pour créer de l'activité, l'ADI, les boutiques de gestion, et puis des équipements publics sur lesquels, bien entendu, la ville pourra nous solliciter si elle en a besoin. Afin de poursuivre son développement, Mayotte a besoin d'organismes comme la CDC, l'AFD et tous les autres investisseurs, à même de subventionner les grands projets du futur. Alors on le voit, ça bouge beaucoup en ce moment, il y a des choses qui se font à Mayotte, des conventions qui sont signées un peu partout, à droite, à gauche, pour justement permettre aux choses d'avancer. Gilles, c'est quand même une bonne nouvelle. Ah mais tout ce qui concrètement aboutiront à un avancement quelconque sur le territoire sera toujours accueilli comme une bonne nouvelle. Maintenant, j'attends de voir les réalisations concrètes sur le terrain. Des 150 000 euros, c'est peu, mais c'est déjà bien. Bon, 150 000 euros, ça va être pour des études. J'aurais tendance à dire que des études, on en a vu passer un paquet sur l'île. Un gros paquet et qui jusqu'à présent ne bouge pas sur grand chose. La déviation de la route de Mamoudzou, les grands sujets structurants et autres ont tous fait l'objet de beaucoup d'études qui ont coûté relativement cher aux contribuables, et on en attend toujours les effets quand ça n'a pas été abandonné purement et simplement. Donc sur le principe, oui, tout ce qui va en ce sens, c'est très bien, mais je suis très attentif à la suite qui en sera donnée. Alors justement, que pensez-vous de ce projet de rénovation urbaine du côté de Kaweni, de sorte à ce que ce village de Mamoudzou prenne un nouveau visage, un visage différent en tout cas de celui que l'on connaît aujourd'hui? Je serai toujours entièrement favorable à tout ce qui apportera de la dignité à la personne humaine. Les conditions de vie à Kaweni, mais comme bien d'autres quartiers, ne correspondent pas à la dignité et ne correspondent pas à l'image que l'on doit se faire d'un département français. Donc que l'on envisage autre chose pour Kaweni, comme ça doit se faire à bien d'autres endroits et pour un tas de monde, je le vois que d'un bon regard, oui, bien sûr. Alors que pensez-vous justement de cette équipe, là, cette nouvelle équipe, enfin de cette équipe qui a été mise en place depuis les dernières élections municipales? On le voit, ça bouge beaucoup à Mamoudzou, on l'a vu avec l'éclairage qui est mis en place tout doucement, on a vu ce projet de vidéosurveillance, on a vu également cet aménagement en fait, au niveau des stationnements pour pouvoir justement désengorger un petit peu les rues de Mamoudzou, le stationnement. Vous en pensez quoi clairement en tant que citoyen de Mayotte et qui souvent est amené à être sur Mamoudzou? Je vais être très franc par rapport à l'équipe précédente. Je reconnais à cette équipe, sur ce que l'on voit ou ce que l'on en parle, un changement de comportement et un changement de mise en place d'un certain nombre de réponses qui effectivement vont dans le bon sens. Donc je le reconnais de bonne volonté, oui tout à fait. Tout ce qui est fait en termes de vidéosurveillance, la zone bleue récemment, les volontés d'aménagement d'un certain nombre de zones, etc. sont des projets concrets qui vont dans le bon sens. J'espère que ça va continuer. J'espère que ça se fera aussi à travers l'île, dans bien d'autres communes, mais aussi dans d'autres domaines à travers Mamoudzou. On en a besoin. C'est une commune qui est très importante ici, mais qu'il s'agirait aussi un petit peu de désengorger. Et on en a grandement besoin. Ça correspondrait à un besoin pour la population entière. En tout cas, on l'a compris, Gilles, vous serez très attentif à ce qui va se passer dans les prochaines années ici à Mamoudzou, mais plus généralement à Mayotte. On s'arrête un petit moment, Gilles, le temps d'une pause, et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure.
Et on continue avec la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours en compagnie de Gilles Martin, mon invité du jour, avec qui on continue à parler de l'actualité, n'est-ce pas Gilles? C'est un grand plaisir d'être avec vous, Amina. Alors on va parler d'un forum, le premier du genre, le forum de l'emploi associatif qui s'est tenu il y a quelques jours et qui a permis justement de mettre en exergue le potentiel que regorge en fait ce milieu, ce secteur. Je propose de regarder le reportage pour en savoir plus et on en parlait juste après. Ce vendredi, l'heure était à la réflexion à l'hémicycle Younoussa Bamana. Les acteurs publics et du monde de l'association locale réunis pour le premier forum de l'emploi associatif. Le tissu associatif, un secteur d'activité vecteur de développement, mais pourtant négligé dans le territoire. Sur un territoire comme Mayotte où on sait que 3 jeunes sur 10 en âge de travailler ont un emploi, ont accès à l'emploi, avec des outils de formation qui ne sont pas énormes, c'était une occasion de créer une conscience afin que les pouvoirs publics ou que les politiques publiques puissent voir justement que dans le secteur de l'associatif, il y a aussi un gisement d'emploi. De nombreux thèmes abordés, état des lieux de l'emploi dans le département, décryptage du rôle d'une association et son imbrication dans le tissu économique. Aujourd'hui, l'enjeu sur l'emploi est tel, et en particulier sur Mayotte, qu'il faut vraiment prendre en compte cette dimension associative. Longtemps, il est vrai, l'association n'a pas été perçue en termes d'emploi. On pensait que c'était une association à but non lucratif, mais le fait qu'elle soit association à but non lucratif ne l'empêche pas de dégager des excédents financiers, donc des ressources propres qui vont permettre de supporter ces emplois. Dans un contexte de chômage accru, faire du bénévolat une passerelle vers l'emploi devient nécessaire. C'est le cas de l'association Profession Sport et Loisirs, tout juste installée à Mayotte. Pour le président de la Fédération nationale Sport et Loisirs, les potentiels sont nombreux dans l'île, mais manque d'accompagnement et de structuration. Il y a un fait majeur, c'est que l'emploi associatif se développe partout. Alors, voilà, ça met du temps, ça demande de la structuration, on l'a vu, les premiers chiffres qui ont été montrés montrent que déjà sur Mayotte, il y a déjà beaucoup d'emplois dans le secteur associatif, il y a beaucoup de potentialités, vous avez peut-être pas les mêmes atouts sur Mayotte que dans d'autres départements, mais par contre en termes touristiques, sur les activités sportives de plein air, il y a plein de choses à faire. Donc oui, bien sûr que je suis tout à fait enthousiaste et tout à fait confiant dans l'avenir pour le développement de l'emploi associatif à Mayotte. Les possibilités d'offres des associations en termes d'emploi, une piste également à explorer dans l'immédiat pour les pouvoirs publics. Il est aujourd'hui important d'inscrire l'action aussi bien de l'emploi que d'autres dans les politiques publiques de nos collectivités. Une meilleure identification des compétences de chacun, aussi bien au niveau communal qu'au niveau départemental et ailleurs, va permettre certainement de mieux asseoir des dynamiques de formation, des dynamiques d'information des jeunes quant aux possibilités qu'offre le département en matière d'emploi. Ce premier forum de l'emploi associatif se termine ce samedi, un événement sans doute déterminant pour le développement de l'île. Les associations, potentiel énorme ici à Mayotte pour créer de l'emploi. Gilles, aujourd'hui c'est un fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah mais complètement, les associations effectivement sont relativement importantes ici à Mayotte. Elles répondent et elles pallient bien souvent à des besoins concrètement sur place, à des manquements que l'on rencontre dans bien des domaines. Donc le milieu associatif est un travail énorme avec beaucoup de bénévoles qui le font avec le cœur, bien souvent avec leurs moyens aussi, et dans tout un tas de domaines. Donc je pense effectivement que le milieu associatif, à travers ce travail qui est fait, peut être une niche pour des emplois. Ce forum, j'en ai eu connaissance. Malheureusement, au dernier moment, on est venu m'inviter, mais malheureusement, j'avais d'autres rendez-vous, mais j'aurais bien voulu venir y participer. Je vais me rapprocher un peu des organisateurs pour savoir ce qui en est ressorti. Mais oui, au niveau associatif, je reste persuadé que ça reste un secteur qui est porteur de beaucoup de capacités, de volonté et de solutions pour beaucoup de choses. Alors justement, qui dit association, on dit justement souvent à but non lucratif et qui dit emploi, qui dit création d'emploi,
pense forcément moyens, budget. Aujourd'hui, est-ce que nos associations ont les moyens de créer de l'emploi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire qu'il faudrait améliorer, Gilles, pour arriver à ce résultat qu'on espère atteindre? Alors les moyens, malheureusement, on en a bien souvent pas assez dans les associations. C'est un but, c'est un domaine récurrent. Par contre, que ça peut déboucher sur des actions, sur des envies, même pour les personnes que l'on accompagne dans l'association, sur les associations qui pourraient leur permettre de déboucher à l'avenir sur des emplois et autres. Ça, c'est quelque chose que je vois un petit peu tous les jours dans mon association. Et à ce moment-là, que l'on vienne un petit peu plus nous aider au sein de notre association pour que l'on puisse mettre en place des formations que soi-même on fait un petit peu de notre côté, mais si on avait un petit peu plus de moyens pour accompagner un peu plus ces gens-là, ou voire même sur les accompagnements pour la recherche à l'emploi, ou pour que sais-je, mais il y a tellement de choses que l'on fait mais qu'on pourrait faire encore mieux si on apportait des moyens, que ça serait toujours bénéfique. Alors vers qui vous vous tourneriez pour justement demander cet accompagnement et ces aides? Qui serait justement le mieux placé aujourd'hui? Qui serait le plus à même de proposer ça, Gilles, aujourd'hui? D'apporter ces aides? Vers qui il faut se tourner notamment? Vers qui il faut se tourner à l'heure actuelle? Normalement, on devrait nous accompagner tous ceux qui sont les acteurs publics et administratifs, donc à savoir les collectivités, mais aussi la préfecture et autres, mais aussi tout ce qui est lié à la formation et à l'accompagnement à l'emploi. Je dirais que tout ce qui est lié au développement ou à l'avenir doivent être les personnes qui doivent se rapprocher au travail qui est fait sur le terrain au sein des associations. On a besoin de tout le monde. Alors Gilles, justement, on continue à parler, vous avez parlé de jeunes, la jeunesse c'est également les plus jeunes, on parle de ceux qui sont primaires, collège. Je vous propose de revenir sur un sujet qui a marqué cette semaine, en tout cas qui continue, puisque on parle de la semaine nationale des mathématiques qui a été relayée ici à Mayotte avec ces jeunes qui aujourd'hui appréhendent cette discipline avec un regard un peu plus actuel, un peu plus novateur. On regarde le reportage, Gilles, on en parle juste après. À l'occasion de la Semaine nationale des mathématiques, des temps forts sont organisés à l'intérieur, mais également à l'extérieur des établissements scolaires, comme ce matin au comité du tourisme avec l'inauguration de l'exposition Mathématiques et langage et avec une représentation théâtrale. De l'utilisation d'un téléphone portable jusqu'à la construction aéronautique, les mathématiques peuvent être trouvées dans tous les domaines, y compris ceux où on ne l'attend pas. Les mathématiques ont permis de construire des appareils de musique, ont permis de peindre, ont permis de construire des œuvres d'art et grâce à elles, on peut s'ouvrir aussi à d'autres questions comme la rigueur, les méthodes de travail, mais aussi grâce à elles, on peut surtout travailler de façon ludique et ensemble, en équipe, sur ces questions-là. Et pour arriver à ce but, les organisateurs ont mis en place plusieurs temps forts, dont une exposition grand public sur le thème des mathématiques et du langage, inaugurée ce matin. Le but de cette exposition, puisqu'il y a deux formes de travaux, il y a d'une part des travaux qui sont sur qu'on a récupérés avec des images de mathématiques qui sont faites à partir de logiciels, de courbes très compliquées. Et puis la deuxième partie de l'exposition, c'est bien sûr des travaux d'élèves que les élèves ont fait pour être exposés à tout le grand public ici. Et bien sûr, on invite bien sûr les parents à venir voir les travaux que sont capables de faire leurs enfants. Et ce matin, des élèves du collège de Sada et leurs professeurs de français ont présenté le fruit de leur travail en collaboration, une pièce de théâtre répondant à la question suivante: qui a inventé les mathématiques? Christine Lefebvre nous explique pourquoi croiser les matières scolaires. Le but, en fait, c'est de comprendre que le savoir, l'apprentissage, c'est pas seulement réservé à une matière, mais à toutes les matières, tout ce qui peut être un plus pour un élève, toutes les informations qu'on peut lui donner, qui vont l'aider à enrichir sa culture et puis
faciliter son apprentissage, c'est ça, quoi. On est là pour ça aussi. Certains élèves du collège de Sada nous en disent plus sur cette pièce de théâtre. Elle racontait les mathématiques, le français et les enfants qui ont du mal à aller à l'école car ils ont une distance vraiment longue de la maison et de l'école. Ils veulent apprendre à faire les mathématiques, le français et d'autres matières. On a parlé de Pythagore, Thalès et de Descartes et Archimède. Ce sont des mathématiciens. Ça nous permet d'apprendre, en même temps s'amuser. On avait pris une chanson, après on a pris quelques phrases et on les a mis dans la pièce. Et en effet, le message de fin a eu lieu en chanson. Prendre un enfant par la main, c'était vraiment une chanson qui était parfaitement adaptée au contexte. Le message de fin, c'est nous, on doit prendre ces enfants par la main pour les accompagner. C'est ce qu'on fait en général, d'ailleurs, qu'on soit enseignants, parents ou tous les adultes en général. Et c'est vrai que si les enfants se sentent accompagnés, ils se sentent entourés, ils se sentent aimés, ça facilite l'apprentissage. Amener les enfants, mais aussi les adultes, à voir l'éducation autrement grâce aux différents temps forts. Cette exposition est visible jusqu'au 18 mars prochain. Quant à l'année prochaine, les organisateurs, avec l'appui du comité du tourisme, des mairies et de certaines entreprises, voient plus grand et ont émis le souhait d'organiser une grande fête des maths pour démocratiser encore plus ce domaine scientifique. Alors, les mathématiques en chanson, les mathématiques en dansant et même avec du théâtre aujourd'hui, c'est un regard complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, Gilles. L'éducation est primordiale pour les enfants. La jeunesse, les enfants doivent comprendre que leur éducation, c'est ce qui va aussi leur permettre d'avoir une ouverture sur l'avenir, c'est ce qui va permettre d'ouvrir les portes sur l'avenir. Donc tout ce qui peut être fait pour rendre un petit peu plus de façon ludique les enseignements et doit toujours être vu comme une bonne chose. Donc tout ce qui est fait autour des mathématiques, je me souviens souvent une matière un petit peu rébarbative pour beaucoup d'enfants. Si on peut mettre des actions qui les rendent un petit peu plus attrayantes, ce n'est que bénéfique. Alors clairement, Gilles, vous aimez les maths? Vous aimiez les maths ou c'est une discipline que vous fuyez Non, c'était ma matière de prédilection. Et aujourd'hui, le regard que vous portez, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que les mathématiques vous ont apporté là aujourd'hui Les mathématiques m'ont apporté déjà de pouvoir permettre de poursuivre mes études et d'avoir un bagage professionnel, pas professionnel mais universitaire qui me permette de pouvoir envisager quelque chose dans l'avenir. Mais ça m'a permis aussi d'être un petit peu plus rigoureux dans ma façon de penser et ce genre de choses. Et quand on parle des parents aussi, parce que là ça s'adresse également aux parents, aujourd'hui on a l'impression que souvent Mayotte, quand on parle de l'éducation, on a l'enseignant face aux élèves et puis les parents à côté. Aujourd'hui, avec ce genre d'événement, on rapproche un peu plus les parents de l'éducation, en tout cas du contenu de l'enseignement qui est offert à leurs enfants. Oui, ce qui est très important, il est primordial pour un enfant qu'il soit entouré et accompagné par ses parents. Au niveau associatif, notamment sur Brut de Talent, c'est ce que l'on fait aussi au quotidien. On essaie un petit peu de rapprocher la famille dans l'accompagnement que l'on fait pour leurs enfants et à travers de l'accompagnement scolaire et à travers des différentes activités. Et oui, leurs parents, la famille doit être aux côtés des enfants, tout ce qui peut être fait en ce sens. Donc il faut rendre les choses attractifs pour les enfants et les rendre attractifs pour les parents. Et tout ça dans le but de leur épanouissement, bien sûr. Alors Gilles, on va finir avec un sujet toujours axé vers la jeunesse, parce qu'on le sait, on le répète, c'est l'avenir de cette île, l'avenir de tout pays passe par la jeunesse. À Mayotte, un événement leur est dédié, on parle du BOTY, le Battle of the Year. La 7e édition a eu lieu cette année, week-end dernier, et justement un crew s'est démarqué. Je vous propose de regarder le reportage, de revenir sur l'événement, et on en parle juste après, Gilles. Plus de 5000 personnes ont assisté cette année à la 3e édition du festival Hip Hop Evolution. Et ce, sans compter les spectateurs du Battle of the Year de vendredi et de samedi dernier.
un succès pour les organisateurs. Maintenant, on connaît Battle of the Year. En tout cas, à Mayotte, ils savent très bien en fait qu'est-ce que cet événement. Maintenant, on veut leur montrer aussi c'est quoi toute la diversité de la création autour de la danse hip-hop. On a pu y voir du théâtre forum, on a pu y voir des créations avec des compagnies de l'extérieur, de la Réunion, également des Comores, mais également aujourd'hui maintenant un vrai répertoire de créations maoraises, et ça c'est notre fierté puisqu'on va pouvoir avec Wale et Utungu, les deux créations 100% maoraises, eh bien on va pouvoir maintenant aussi se vendre à l'extérieur. L'association Hip Hop Evolution continue donc à développer cette manifestation en proposant une diversité de créations plus riche au fil des éditions et en accompagnant plus de 1000 danseurs chaque année. Pour le 7e Battle of the Year France à Mayotte et après l'incident de l'année passée, les organisateurs ont choisi pour la première fois un lieu clos, le gymnase de Cavani. Le fait que ce soit clos, on ressent plus la vibration du public et tant mieux pour les danseurs parce que ça leur donne plus de patates. On a eu une super finale déjà entre Power Crew et Insultant. Des deux côtés ça répondait et le niveau il montait au fur et à mesure. Je pense que pour l'année prochaine ça va être encore plus fort, quoi. Sur les 91 danseuses et danseurs inscrits, c'est donc ceux d'Insultant Crew, de l'Abattoir, qui ont remporté cette 7e édition du Boti Mayotte. Ils seront accompagnés dans les prochaines semaines par Kenji afin de se préparer au Boti France. Pour rappel, lors du Battle of the Year France 2015, le crew Lil Styles a été le premier crew ultramarin à remporter le titre du meilleur show depuis 15 ans. La barre est donc haute pour ces jeunes danseurs qui iront représenter Mayotte le 6 mai prochain à Montpellier. Alors un événement qui s'inscrit de plus en plus, qui s'est ancré dans le paysage événementiel ici à Mayotte, culturel, en tout cas au niveau de la jeunesse, et bien au-delà, puisqu'on l'a vu, 5000 personnes ont assisté au festival. Gilles, aujourd'hui, c'est un événement que vous avez suivi, que vous suivez, Battle of the Year ? C'est un événement que je suis comme bien d'autres et je dirais que c'est il représente un petit peu la concrétisation de toute la richesse et le talent qu'ont notre jeunesse ici localement, puisqu'à travers ce qu'ils font, enfin vous l'avez vu, c'est assez extraordinaire, mais ces jeunes maintenant ont parmi eux les plus grands représentants au niveau national, voire international, donc cette battle et autres sont bien la concrétisation de cette jeunesse si magnifique que l'on a et voilà, là aussi ça correspond à ce qu'on fait au niveau associatif. On détecte un petit peu ces différents talents. Là c'est dans la danse, mais ces talents ils l'ont dans beaucoup de domaines. C'est arriver à les détecter, les faire prendre conscience de leur talent, de leur motivation et de ce qu'ils peuvent faire, les accompagner et arriver au niveau de ce que l'on voit là et leur donner l'épanouissement dans ce qu'ils aiment. Justement, donc cet événement est représentatif de ce qu'il y a sur le terrain, des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas forcément conscients ou peut-être pas forcément suffisamment mis en confiance par rapport à leur potentiel. Gilles, donc, vous parlez tout de suite de cette association, donc vous êtes le président, Brut de Talent. Aujourd'hui, comment ça se passe clairement ? Comment vous travaillez ? Comment on détecte un talent ? Un talent, comment on le détecte ? Le premier, il faut déjà savoir comprendre soi-même qu'en toute personne et en tout jeune en particulier, il existe des compétences, il existe un talent, quel que soit son domaine. Dès l'instant où on a compris ça, il faut arriver au stade où on observe, et on accompagne les personnes qui sont avec nous. Donc au travers de l'association, on accueille un maximum de jeunes à qui on donne envie d'être avec nous, en les accompagnant et en faisant un tas d'activités et en apprenant nous à les connaître le mieux possible et en leur donnant l'ouverture sur un tas de possibilités d'expression. À travers ces différentes possibilités d'expression, on leur fait prendre conscience de leurs capacités et on voit en eux ce qu'ils sont à même de pouvoir faire le mieux. Et à partir de là, on met en place ce qu'il faut pour pouvoir leur donner les moyens de développer ces capacités.
Quels que soient les domaines, bien entendu, que ce soit dans la danse, le chant, le théâtre, mais bien d'autres domaines, quels qu'ils soient. Alors justement, quand on dit talent, on a souvent cette approche de quelque chose d'inné. Une fois qu'on l'a, est-ce qu'on le travaille? Est-ce qu'on l'affine? Comment ça se passe clairement? Une fois que le talent a été détecté, telle personne a ce talent-là, vous en faites quoi? Mais un talent, il peut être inné ou alors il peut être inné ou pas. On peut l'avoir, mais pas forcément en avoir conscience. Donc, si un jour ou l'autre on nous donne pas la possibilité de pouvoir l'exprimer, peut-être qu'on ne s'en rendra jamais compte. Donc, c'est là aussi un petit peu la base de tout ça, c'est de permettre à tous les jeunes de pouvoir prendre confiance et de leur donner cette confiance pour pouvoir oser. Il faut que les jeunes osent, il faut qu'on soit à leur côté pour oser. À partir de là, il faut les accompagner. Un jeune, il faut l'accompagner. Et là encore, quel que soit le domaine, c'est à nous, c'est notre responsabilité en tant qu'adultes, nous tous autant que nous sommes, c'est accompagner cette jeunesse, c'est leur faire partager notre propre expérience, où on a eu des plus et des moins, et leur faire comprendre aussi ce que nous on a compris par rapport à nos propres échecs, et les écouter et encore une fois les accompagner, les valoriser. Alors, vous parlez d'échecs, on parle aussi souvent du système scolaire qui aujourd'hui ne valorise pas suffisamment ces talents qui sont pas forcément inscrits dans un cadre scolaire. On le voit beaucoup justement aujourd'hui, tente d'orienter des jeunes talents vers des carrières professionnelles en relation avec ceux qui savent faire, ceux qu'ils ont de bien. Est-ce qu'aujourd'hui votre association s'inscrit aussi dans ce cadre-là, aider les jeunes à trouver des vocations professionnelles en partant de ces talents? Mais c'est complètement ça, c'est les aider à trouver la bonne orientation dans leur vie qui corresponde à leurs aspirations et à leurs potentialités. Vous me parlez du système scolaire qui impose des fois un petit peu des orientations qui ne correspondent pas à ce dont ont envie les enfants ou les parents ou je ne sais qui. On les met dans une voie qui ne leur correspond pas, qui n'aiment pas, et l'échec est fatalement au bout du système. Donc voilà, l'association c'est aussi ça, c'est les aider à aller dans la voie qui est la leur, leur en faire prendre conscience et les accompagner en ce sens. Enfin, une espèce d'expression de ce qu'on ne peut pas exprimer ailleurs, c'est ça, cette association quelque part? Ça passe aussi par ça, oui, oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Gilles, on en sait un peu plus maintenant sur cette association. Également, justement, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous avez comme action de prévu prochainement par rapport à tout ça? On a beaucoup d'actions en place actuellement et qui vont être mises en place. On a au mois de mai, on va mettre en place sur le système qui existe, Jeune Incroyable Talent, donc on va mettre ça en place sur la commune. La version locale? Voilà, version locale, saison 1, pour revenir à tout ce qu'on vient de dire. Je vais mettre en place avec tous les jeunes un journal des jeunes fait par les jeunes pour les jeunes sur la commune, là aussi qui offre la possibilité Et la commune de Tingoni. Oui, sur la commune de Tingoni, qui offre la possibilité d'intégrer beaucoup de choses dans le métier du journalisme, n'est-ce pas, dans le domaine de l'expression écrite, dans beaucoup de choses. Donc on va mettre en place ce journal, mais aussi des ateliers dans un tas de domaines, des formations dans un tas de domaines, etc. Et aux choses importantes, il faut avoir aussi les talents nous-mêmes à nos côtés pour pouvoir aider nos jeunes. On a des personnes de grand nombre qui sont à nos côtés. On a chaque MC que vous connaissez certainement, qui est parrain officiel de l'association. Une sorte de parrain en fait. C'est notre parrain officiel avec tout son label, puisqu'il va revenir désormais régulièrement. Il a souhaité s'investir avec tous nos jeunes et au travers de l'association justement pour aider toutes les missions qui sont les nôtres et ainsi accompagner nos jeunes et bien d'autres personnes. Jeffrey Jali qui actuellement est en train d'accompagner des danseurs et autres. En tout cas, merci beaucoup Gilles pour ce tour d'horizon de cette association qui a l'air d'être de plus en plus active et qui fait de plus en plus de choses pour la jeunesse. Qui rassemble beaucoup de monde et de plus en plus, on a dépassé en
très peu de temps 200 adhérents et c'est tous les jours où ça revient. Donc c'est sur une dynamique assez impressionnante et c'est un résultat qui montre que ça correspond aux besoins qui étaient le leur. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour d'éventuels événements à venir. Merci beaucoup Gilles pour cette intervention. Merci d'avoir accepté de revenir sur l'actualité à Mayotte avec nous. C'est ici que s'achève donc cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos toujours sur KTV.